Mais d'abord, on veut se connaître mieux, connaître ce que tu as fait, savoir ce que tu veux savoir comment ça marche pour, quand on est un historien, qu'on décide de travailler avec une grosse comme ça, comment on se tient à distance, on se tient proche à la fois du savoir-faire et commercial, bon, tout ça. On voit tout l'usage de l'histoire en général. Ouais. Super à la base. Peut-être pour penser à des vers. Oui, mais ça sous-entend qu'il y a une partie sacrée, puis la partie sacrée sous-entend qu'il y a un dogme, mais ça sous-entend aussi qu'il y a un livre qui est écrit, bon ça sous-entend qu'il y a un code déontologique, chose qu'il n'y a pas. C'est intéressant, on va la garder en tête. Je suis un moderniste en mon départ, donc j'ai l'habitude de vivre dans le sacré, dans la modification d'une société. Ouais. Ben bon, c'est autre chose. Merci. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais un webinaire. Il a fallu que je Google pour savoir qu'est-ce que c'était et d'où ça vient. Vous aurez compris que moi, je suis ce que vous appelez un disciplinaire. Donc, on est à peu près 50 ans en arrière du point de vue des technologies. Et je dis ça très sincèrement. C'est autant j'en des pointes à mes collègues que j'en lance à moi-même. Parce qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis des centaines d'années sur la manière dont on fait, dont on enseigne et dont on présente l'histoire. Ce qui, selon moi, est un problème. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est autant de mon implication avec Ubisoft, mais aussi d'une section qu'on a qualifiée avec Marc-André ici d'histoire publique, mais comment justement l'historien que je suis peut entrer dans l'espace public tout en respectant ce qu'on pourrait appeler un code déontologique, du moins une manière de présenter les faits. Donc, ça va être en deux temps. Premièrement, justement, là, je vous ai apporté plein de choses pour regarder. Je me suis fait connaître avec ça. C'est Assassin's Creed Unity, qui est un jeu dans la séquence d'Assassin's Creed. C'est le 5e, si je me souviens bien, c'est le 5e, qui se déroule dans le palais de la Révolution française. Et j'ai été contacté en novembre 2013 pour travailler sur le jeu. Et la manière dont on m'a contacté, c'est très simple, c'est juste que j'ai un site Internet, contrairement à mes collègues dans lesquels je ressens toutes les publications, les domaines de recherche et je mets en ligne les articles. Donc, ce qu'a fait Ubisoft Montréal, qui est juste là, on voit parce que vous regardez devant, mais qui est juste là-bas, Ubisoft, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une recherche par territoire, en regardant dans le territoire de Montréal, en agrandissant, qui est spécialiste de Paris de la Révolution, puis ils sont tombés sur moi. Il y en avait d'autres, j'étais pas le seul, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi ça? J'avoue que ça reste un mystère complet. Parce que c'est même pas le bureau de Montréal qui m'a contacté, c'est le bureau de Paris. Donc, il faudrait que je fasse des recherches, mais je ne suis pas sûr que ça m'intéresse à ce point-là d'y arriver. Cela étant, quand on m'a contacté, on m'a dit que ce qu'ils voudraient, eux, c'est non pas le fil politique de l'histoire de la Révolution, mais le quotidien, ce qui est mon domaine de recherche, l'histoire culturelle. Ils m'ont dit, on a déjà la grande trame de notre histoire, et j'ai appris à ce moment-là, je l'ai appris un peu plus tard, qu'ils avaient déjà tout déterminé ce qui allait se passer, mais eux, c'était pour la représentation de la ville. Comment étaient les bâtiments, les toits, à quoi ressemblaient les personnages, les habits, qu'est-ce que c'était qu'un mendiant, est-ce qu'il y avait des Noirs, est-ce qu'il y avait des Asiatiques, des trucs qui étaient extrêmement précis, mais aussi général à la fois. Donc, ils m'ont appelé en novembre 2013 et après quelques tractations, ils m'ont signé un contrat de confidentialité et pour me faire comprendre que si je dévoilais quoi que ce soit, j'allais avoir un procès. Et une fois que ça a été fait, on m'a dit, ben écoute, il faudrait que tu ailles voir l'équipe de Toronto qui travaille sur le quartier Saint-Germain et on donne 3 semaines pour monter 6 heures de formation en anglais. Et là, ils m'ont envoyé des thèmes. J'en avais pour 45 heures de cours. J'ai accepté. Et cet élément-là est déterminant parce que ce qu'on voit dans le domaine des médias, mais dans le domaine de l'industrie culturelle, on pourrait l'appeler comme ça, c'est que les délais sont toujours extrêmement courts, rapides et précis. Et j'ai compris à ce moment-là que ça allait toujours être comme ça. Et c'est un jeu. Mais dans tous les sens, pas un jeu ludique, mais le rapport qu'on entretient avec l'industrie culturelle, c'est une game, comme ça. Si tu rentres dedans, tu acceptes les paramètres. Donc, tu ne feras pas un travail universitaire de des mois et des mois pour livrer une matière finie, concise, nuancée. Ça n'arrivera pas. Et de toute façon, ce n'est pas le but. Il faut que tu acceptes les paramètres de leur jeu. Donc, j'ai accepté dès le début. Et ça s'est très bien passé. J'ai fait la formation de 6 heures, etc. Mais on m'a dit qu'il va y avoir une suite. Et le truc, c'est qu'ils ont voulu faire, et dans le jeu, vous l'avez, quand vous jouez, vous passez par exemple le bâtiment, le cimetière des Saint-Innocents, par exemple, Notre-Dame, que vous connaissez tous probablement. Et le joueur a eu cette possibilité de cliquer sur sa manette et de voir apparaître l'espace encyclopédique.
C'est-à-dire, on vous raconte un peu à la Wikipédia d'une manière plus précise, parce que j'avais peut-être 15 lignes pour résumer la chose. Donc, ils m'ont donné une liste de près de 200 titres à faire à ce que mais si vous allez sur Assassin's Creed, vous allez voir ce que j'ai écrit, vous ne pouvez pas le voir, mais ce qui se retrouve dans le jeu, c'est absolument complètement différent. Ils ont pris ce que j'ai fait et ils l'ont complètement transformé. J'en en étais absolument pas conscient. Et ça, c'est l'autre chose, entre ce que moi je leur donne et ce qu'ils en font de moi. On contrôle souvent, quand on écrit un livre, c'est nous qui contrôlons du début à la fin. Dans le cas présent, je suis un consultant. Je ne contrôle pas, je ne donne pas mon aval sur le jeu. Je ne suis là que comme expert critique. Attention, critique. Parce que vous avez sans doute là, il y a d'énormes débats quand le jeu est sorti, disant, et ça c'est le livre qu'on a écrit par la suite, dans quelques instants, le jeu était programmé pour sortir en septembre 2014. Ils l'ont repoussé au mois d'octobre, puis au mois de novembre, au mois d'octobre, pardon. Et quand le jeu est sorti, le jour du lancement, j'ai été envoyé à Toronto pour présenter le média. Et je vais voir l'équipe de presse, il m'a dit, vous savez que c'est la Révolution française. Et on le sait, je dis, vous savez ce que c'est que la Révolution française. Et ce que je ne dis pas, c'est que ma mère est française. Donc j'ai passé la moitié de ma vie en France, on parlait tout à l'heure de Québec, pas seulement. Et j'avais été élevé dans cette école-là, et en plus en 1989, j'étais à Paris le mois de 1800 ans, et on m'avait fait porter l'habit du sang culotte par le blanc dans l'anti-vérité, fraternité, la mort. Donc, ça m'a formé politiquement, mais historiquement aussi, et je savais l'importance que ça avait. Pour une entreprise comme Ubisoft, qui est française au départ, mais qui a des bureaux partout dans le monde, principalement à Montréal, mais pas que. Vous avez des studios à Paris, à Annecy, à Montpellier, à Québec, à Montréal, en Roumanie, vous en avez au Japon, vous en avez partout. Donc, et si vous ouvrez, en fait, là, je vais vous citer, mais si vous ouvrez le jeu, on peut lire inspiré d'événements et de personnages historiques réels. Cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe multiculturelle de compression et de croyances diverses. Dès qu'on ouvre le jeu, c'est ce qu'on voit apparaître dans toutes les langues possibles et imaginables, que ce soit le swahili, que ce soit le yiddish, le jeu, parce qu'il est dans toutes les langues possibles, ça va apparaître. Donc, c'est un peu pour se dédouaner. Et ce n'est pas une entreprise franco-française. C'est une entreprise qui s'adresse non pas à un public limité à l'Occident, parce qu'on pense souvent, nous, l'histoire comme étant une histoire pro-occidentale, mais aussi à des orientaux, des gens qui n'ont aucune connaissance de base de la Révolution et qui, pour la première fois, sont en contact avec Husserl, avec Robespierre, avec Marat, avec Danton. Pour vous, peut-être que c'est assez usuel. Vous connaissez au moins un des noms que j'ai cités, que ce soit Robespierre. Et malgré ça, je l'avais dit, vous savez, la France est très épidermique sur son histoire. On nous touche, on en parle, on la souligne. Vous allez avoir à gauche comme à droite, quand j'ai à gauche comme à droite, c'est du point de vue politique, des gens qui vont lever. Et moi, ce à quoi je m'attendais, c'est que je leur avais prévenu, j'ai préparé l'extrême droite, pas de l'extrême droite, pas de l'extrême droite, encore le Front National, je ne fais pas d'éditorial politique, mais c'est un parti d'extrême droite, et souvent, l'extrême droite fait chez Chougras de la représentation de la monarchie française en disant c'était, contrairement à ce que voit, quelque chose de bien, d'agréable, l'extrême droite. Et j'avais dit à Ulysse, je dis préparez-vous parce que ça va lever d'un côté ou de l'autre. On dit que la terre avait le sang. C'est comme ça qu'on la prépare. Donc moi, j'avais mes arguments prêts pour l'extrême droite. Et j'avais dit à Ulysse, je dis préparez-vous parce que ça va lever d'un côté ou de l'autre. Ce que je n'avais pas prévu, je ne pensais pas que l'extrême gauche sortirait autant. Ce qui est arrivé, c'est le chef du parti d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, sénateur européen, qui a eu non pas une bande-annonce, mais un extrait qui avait été commandé à un graphiste. En fait, pour présenter le jeu, il avait demandé à un graphiste, on lui a représente-nous, selon vous, ce que c'est que la Révolution française. Bon, on pourrait peut-être mettre le lien pour que les gens voient, je vous l'enverrai. Et c'est une espèce de dessin en freeze frame, c'est-à-dire que vous voyez des dessins qui bougent tout simplement, mais ce n'est pas une image de synthèse. Et là, ce qu'on voit, c'est une image typique de la Révolution, de l'immobilité, de la Robespierre, c'est une méchant. Marie-Antoinette, comme le montrait le film de Sofia Coppola, c'est une victime, et Ulysses, c'est un des plus grands hommes que la France ait montré.
C'est pas ça dans le jeu, c'est l'inverse complet. Et justement, ce qui a énervé Mélenchon, c'est qu'on a repris cette idée contre-révolutionnaire, parce qu'il y a une très forte tendance à dénigrer la révolution dans l'historiographie. Et lui dit, écoutez, Robespierre, c'est notre sauveur, et on le présente ici comme un assoiffé de sang. Donc, ça lève, et vous savez, dans le médias français, ça bouge très, très, très vite ici. Voyons la chose, c'est Radio-Canada, ici à Montréal, qui reprend le fil. Je me fais appeler à 6 h du matin par Thomas Gervais de Radio-Canada. Il dit Jean-Luc Mélenchon a dit ça hier. Je dis oui, je le sais. Il dit avez-vous une réaction? Parce qu'on dit ça, tu avais dit que j'avais été consulté. Et tout à fait, j'ai une réaction. On enregistre et on me. 15 minutes après, je suis à la radio en différé, il me l'enregistre à 7 h du matin, ce qui fait que je tourne toute la journée. Mélenchon entend par ce que j'ai dit. L'autre de mes collègues, Jean-Clément Martin, qui lui a l'avantage d'être en France, qui a 65 ans, qui est retraité, qui est prof à la Sorbonne, a un peu plus de bouteilles que moi. Et en plus, il n'est pas québécois. Donc, ça permettait de balancer les choses. Je dis ça de manière très sincère, parce que le fait que je sois un Québécois qui s'attaque à la Révolution, je n'ai jamais dit que j'étais français. J'ai fait exprès de ne pas le dire pour justement les faire chier encore plus de leur pour travailler sur l'histoire française sans être français. Cela étant, Jean-Clément commence à réagir, et là, ça monte en épingle. En gros, moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est pas un livre d'histoire. Ça ne vaut pas un livre d'histoire. C'est vrai que ça donne un horizon d'attente. Et l'horizon d'attente est extrêmement grand. Ça, là, c'est 15 millions de personnes qui ont été touchées par le jeu, légalement. Je veux dire, c'est sans compter tous les gens qui le téléchargent sur des torrents. Vous savez, on pourrait aller directement sur l'ordinateur, on trouverait le jeu. Même aujourd'hui, je pense que je l'ai vu chez Best Buy il y a 20 ans. On peut regarder ça partout. Mais il faut être conscient de la chose. On n'est pas obligé de la faire, mais il faut être conscient. Donc, on s'adresse à un public qui est hallucinant. Et moi, quand j'ai publié ma thèse, j'ai quand même fait un best-seller, j'en ai vendu 2000, ce qui est hallucinant. C'est ça. Mais cela étant, ça sous-entend que maintenant, on a un public extrêmement large. Cela étant, ce n'est pas un livre. Et je ne contrôle pas le médium qu'il y a là-dedans. La chose étant, quand c'est arrivé, on a commencé à discuter avec Jean-Clément parce que ça fait seulement deux semaines qu'on se connaît à chair et en os. Jusque-là, on ne se connaissait que par courriel. On s'est fait une dizaine de fois par jour pour voir comment on enregistrait parce que quand France Inter s'est emparé de la question, il y a France Culture, il y a bien sûr TF1, il y a France 2, Canal+, Match, le The Guardian, Atlantic, tout le monde a commencé à s'intéresser au sujet. Puis d'ailleurs, comme Jean-Clément, vous allez voir, on résume un peu le polémique. Et ça faisait un mois qu'on tournait sur la chose. Et là, je disais à Jean-Clément, je disais, bon, ça ne marche plus. Non seulement c'est pas que ça ne marche plus, mais c'est qu'à un moment donné, on dit ce qu'on avait à dire, puis on dit les mêmes choses. Donc, on a arrêté. Et on a décidé de faire ce livre, qui a été publié en avril 2015, donc il y a quelques mois à peine. Voilà, exact. Et ce qu'on a fait au final, c'est que je leur ai donné. Jean-Clément fait la première moitié du livre, où il s'interroge sur quel est le rapport entre histoire et jeux vidéo. Et moi, ce que j'ai fait dans la seconde partie, c'est que j'ai donné en fait dans le livre une espèce pas de registre, mais d'analyse critique du jeu sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et ce que moi, je leur ai donné comme matière. En gros, là, vous avez un espace plein, vous ne voyez pas le vrai du faux. Moi, dans le livre, je décline tout ce qui est paru en 1789 avec l'ordinaire de la vie quotidienne, en prenant pour appui, non pas la vérité, mais ça. Ce que vous voyez dans la société, par exemple, pour le cimetière Notre-Dame, c'est telle chose, telle chose, telle chose. C'est vrai. Il n'y a pas seulement ça. Donc, je fais une espèce d'épistémologie du jeu vidéo, non pas pour le crédibiliser. Mon but, ce n'est pas de donner une matière historique à un jeu vidéo, mais de montrer comment on peut l'investir pour rentrer dans une histoire. Parce que comme je vous dis, je n'arriverai jamais à toucher 15 millions de personnes avec des chroniques à la radio, avec des chroniques à la télé, en écrivant dans des journaux, même dans le journal de Montréal, je ne toucherai jamais 15 millions de personnes, même dans le police, ça ne marche pas. Donc, il y a un médium culturel et en gros, on a deux choix. Soit on le retrouve, on dit c'est de la merde. On ne le considère pas de la même manière qu'on ne considère pas le cinéma, qu'on ne considère pas la littérature et qu'on ne considère pas toute forme de représentation picturale. C'est assez lourd. Parce que quand on refuse une forme d'industrie culturelle, on refuse tout. Ça veut dire qu'il faut refuser Notre-Dame de Paris de Victor Hugo,
confuser les romans historiques au long au niveau un peu la folie de la chose. Et le problème étant que ce jeu vidéo-là, ma génération, quand je suis né, ils ont toujours été là. Je ne sais pas pour toi, Alexandre, mais. Ah oui, depuis toujours. Moi, celui qui m'a marqué, c'était Civilisation. Et on a l'impression que c'est neuf, le jeu vidéo. Absolument pas. Ça a peut-être 50 ans. C'est long, c'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle qu'on est dans les jeux vidéo. Ça fait un demi-siècle que l'histoire est en train d'être utilisée par un médium culturel autre que les historiens n'ont jamais investi. Et là, il y a un problème. Et quand une compagnie comme Ubisoft le fait avec les premiers Assassin's Creed qui se passaient notamment dans la Florence 2006, ils ont fait appel à des historiens. Ils n'ont jamais été critiqués autant parce que justement, ce n'est pas problématique. Mais quand on rentre dans la révolution, là, ça l'est. Plusieurs personnes, quand j'étais ici au Québec, me disaient ah, c'est n'importe quoi ce débat. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Au contraire, c'est le moment d'investir ce médium-là, de poser des questions et de savoir ce qu'on peut utiliser dans nos cours. Ce que je fais personnellement, parce que moi, je suis professeur d'histoire moderne, donc je donne des cours du 16e jusqu'au début du 19e siècle. Et souvent, pour faire comprendre à mes étudiants la violence ou l'émotion qu'on peut avoir, cette espèce de saisissement émotionnel, je leur présente un extrait de film. Je dis ça parce que, bon, demain, je donne mon cours sur le 17e siècle et je commence sur une guerre de religion. Pour leur faire comprendre, par exemple, à Saint-Martin, je présente les 10 premières minutes de la reine Martine, qui représentent justement le Patrichero, où vous avez 4000 personnes qui se font égorger. Là, je vous dis un chiffre, 4000. C'est beaucoup. Et quand on voit juste 10 personnes se faire ouvrir la gorge et le sang déborde, à l'écran, on en est marqué. Il y a comme un lien de chair, pourrait-on dire, entre nous et le médium. Et ça, je me sers de ça. Là, il y a peu de mes collègues qui écrivent, mais moi, je considère que c'est intéressant. Certains vont dire oh, les films, c'est une construction en soi, on ne peut pas le présenter sans en développer les éléments du pour ou du contre, ou en décliner la construction intrinsèque. Oui, si ça vous fait plaisir de réfléchir comme ça, mais au-delà de ça, ça fait partie de la culture. De la même manière que un des référents que j'utilise beaucoup dans mes cours, et j'ai de la chance parce que c'est une émission qui dure plus long sur les réseaux américains, c'est les Simpsons. Les Simpsons est un référent intergénérationnel entre nous et les jeunes étudiants qui fonctionne encore. Ça me permet de ne pas perdre. Ouais, non, deux encore. Je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont rester pour différentes raisons. Oui, parce que non, mais le contrat qu'ils ont signé là, leur permet de faire ce qu'ils veulent. Bon, ça, c'est mon côté de ça. Très bon. Ok, quelqu'un d'autre pour répondre qui va continuer. Mais comme c'est un millénium de Steve Larson. C'est ça. Et donc, pour en arriver là, c'est que la question était de savoir est-ce qu'on peut utiliser un jeu vidéo de la même manière qu'on utilise la littérature, les œuvres picturales, les films dans les cours pour enseigner? La réponse est évidente. Poser la question, c'est d'y répondre. Si on donne une légitimation pour les trois premiers, peinture, littérature et film, pourquoi les jeux vidéo n'entreraient pas? Pour une raison. Parce que les gens qui sont à l'université sont plus âgés et n'ont pas connu des jeux vidéo. Notre génération, c'est notre génération, mais je pense que je suis X, je suis la reine de Justin Trudeau, là, donc je ne suis pas avec lui, mais bref, toujours est-il, je suis dans la même catégorie que lui. Et bien lui, et cette génération-là a connu des jeux vidéo. Et pour nous, de penser le monde, on le pense en jeux vidéo, c'est-à-dire de manière immersive. Ce que je viens de dire, j'insiste là-dessus, la manière de penser l'histoire et de penser l'enseignement. Quand on assiste à une conférence, on a souvent notre représentation mentale qui est telle qu'on l'a vu dans les médias. Sous une ancienne génération, pensant en film, par exemple, des séquences de 2-3 minutes entre les plans, c'est comme ça qu'on se voyait représenter la chose. Et les étudiants, c'est pas la même chose. La télévision, on le sait, dans le complètement chez les jeunes, c'est la le côté tapas de l'information séquencé, extrêmement divisé, mais tu as le jeu vidéo qui, lui, implique un temps d'immersion extrêmement puissant, extrêmement long, qui donne cette dimension que les films pouvaient représenter. Mais comment peut-on utiliser quelque chose comme Assassin's Creed, qui encore n'est pas nécessairement conforme à la réalité, mais qui donne un horizon d'affaires?
C'est là, en fait, que j'ai développé ce que j'ai appelé, en fait, un peu par bravade, l'enseignement augmenté, c'est-à-dire que l'enseignement, le jeu vidéo viendrait comme support. Imaginez-vous que vous avez derrière moi un immense écran de 10 mètres de haut qui représente Paris de la Révolution, mais en forme de vidéo studio. Le professeur, qui donne un cours magistral, se promènerait un peu comme un guide touristique, mais qui contrôlerait la manette. Donc, ça veut dire on se promène dans Paris, clac, on arrête sur un bâtiment, on parle d'architecture néoclassique. Au même moment, en appuyant sur un bouton, on déclenche un vol qui vient de se produire de l'autre côté. On tourne la caméra avec les étudiants, puis là, on est en train de parler des techniques policières de l'époque, ce que c'est que la police, mais la vie continue à exister. La grande différence entre ce que je viens de vous dire et ce qu'on avait il y a 20 ans, il y a 20 ans, on était capable de reconstituer une ville en 3 dimensions. Le problème, c'est que juste avec une ville en 3 dimensions, il y a juste de l'architecture. C'est tout. L'avantage avec Ubisoft, c'est qu'il y a des gens qui ont une intelligence artificielle propre, qui vivent de manière propre et indépendante. Mais il faudrait quand même avoir la possibilité sur la manette de le faire. C'est ce que je suis en train de développer, ou c'est ce que j'essaie de développer avec Ubisoft depuis maintenant un an. Et c'est très long parce que ce n'est pas économiquement rentable pour eux. C'est une sorte de façade. Ça veut dire, vous voyez, nos jeux vidéo ne servent pas qu'à jouer, on n'est pas que dans la musique. Et donc voilà, c'est à peu près ce que je pourrais dire pour l'instant pour mon implication à Ubisoft. Oui. Je fais un peu de il y a des choses que je retenu dans ce que j'ai le droit de dire, c'est que c'était là que tu savais, c'était à très long terme que tu voyais arriver ça. Il n'y avait pas l'air même. Enfin, il y avait l'air d'être sceptique. Oui. Le son sceptique, mais en fait, on est supposé faire un premier test. C'est ça que j'allais voir, je peux avoir accès à tout. Oui, non, je comprends. Mais ben non, c'est sûr. Mais si tout va bien, on va faire le premier test au mois de décembre. Ce décembre. Si ça marche avec Maxime, c'est justement mon cours d'introduction. Je ferai un cours sur la Révolution française, puis on rentrerait une console, mais une console avec un jeu adapté qui permettrait de tester. On filmerait pour voir si ça marche. Parce qu'on s'entend que quand on fait un test, il y a 95% qui merde, ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qui marche dans les 5%? Et le truc, les gens, quand j'ai parlé de cette idée-là, souvent les gens me disent ah, c'est parfait, on va pouvoir enseigner à votre image. Non. C'est absolument pas la même chose. Et tout le monde ne pourra pas maîtriser la console. Parce que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que moi qui pourrais le faire. Pas parce que j'ai un monopole, mais parce que j'ai 15 ans de travail sur la révolution derrière moi. Et je sais comment fonctionne les paris du 18e siècle. Je vais être capable de reconduire sans arrêt sur ce qu'on va être capable de voir. Je sais ce que oui, mais c'est la raison du livre en question. Donc, dans un futur proche, non, on ne sera pas capable d'avoir ce genre de logiciel-là pour toutes les époques. Puis même si on les a, c'est la technique ne dépassera jamais l'humain. Au final, c'est pour ça, c'est que beaucoup de gens pensent que le futur de l'éducation passe par le médium, absolument. Et que le médium, quand je parle de médium, c'est le médium, c'est pas le médium va être capable de révéler avec la totalité du sens, absolument pas. Le cours magistral demeure le support en revanche va changer. Mais de la même manière que le film va peut-être changer, l'approche de l'enseignement va changer. Je vous disais, je suis un des rares histoire à utiliser des films, des extraits de films dans le cours. Donc, vous devriez être rentré à chose, ça va prendre encore quelques années. Et je sais que M. Succo parlait des films dans son cours. En présentait-il? Non, mais ça fait. Oui, c'est ça. Mais il y a une grande différence entre faire vivre la chose. En même temps, c'est penser l'enseignement comme un peu une multiplicité de sollicitations. Moi, je me souviens aussi des cours quand j'étais à l'Université de Laval, dans un immense amphithéâtre de 300 s'asseyaient, puis limite, quand on avait des diapositives, on s'en donnait parce qu'on avait une lumière, il y avait des espèces de carrousel, vraiment une catastrophe. Et entre les cours que nous, on a eu, puis ceux qu'on donne à nos étudiants, puis
Puis entre les cours que je donnais, je regardais un cours que je donnais en 2006 quand j'ai commencé à enseigner, puis les cours que je donnais, alors que sur 10 ans, il y a 20 ans, ça n'a pas changé comme ça. C'est ça, de 1985 à 1995, il y a eu la révolution d'Internet, on enseignait de la même manière. Mais entre 2005 et 2015, la manière d'enseigner est absolument la manière de penser PowerPoint. Puis encore là, ça c'est une réflexion que je vais faire moi-même. Le PowerPoint me fatigue beaucoup sur la manière de présenter les choses, mais il faudrait qu'il arrive avec des textes entiers. Ça vient plus une béquille qu'autre chose. Pour éviter que le média devienne une béquille, je pense, je crois beaucoup comme tu viens de le dire, à la puissance du verbe, la puissance évocative du verbe. Je pense que c'est pour ça qu'il faut être capable de transporter les étudiants, les supports qu'on va avoir la c'est ça, c'est des mêmes. C'est exactement ça. Moi, si du jour au lendemain, j'arrive en cours, puis mon PowerPoint ne fonctionne plus, je fais une note, est-ce que je vais être capable? Probablement. Je me le souhaite aussi. Mais c'est que justement, tu disais pour ne pas être prisonnier, ça c'est un genre d'exercice qu'on va être prisonnier n'importement. Au sens où on peut leur donner un PowerPoint parce que maintenant la vie devient de plus en plus grosse, il y a des choses. Et il fallait que je donne un truc. PowerPoint qui dictait mon cours. Il y a des interactions, il y a des activités, mais c'est quand même utile d'avoir des choses de sur l'écran. Moi, je m'en sers juste pour des images. C'est très vraiment, en fait, c'est que pour besoin que j'avance 400 diapositives pour faire une présentation. Ça donne une trame narrative qui est changeante. Là aussi, quand on arrive en cours, on a un film c'est un aussi. Puis après, le satisfaire, ça, je suis en train de un cadre qui encadre et qui en sert tout un peu de l'outil. C'est sûr. Moi, les suites de ça, là, j'imagine qu'il va être fini pour toi dans la Révolution française. Pas tout à fait. Il y a encore des choses, mais je ne peux pas dire c'est quoi. Un peu contraire. D'accord, ok. Je ne pose pas d'autres questions là-dessus dans ce cas-là. Est-ce que tu penses faire dans ton cours avec ça? Tu avais commencé à parler. Oui, ben en fait, le but, ce serait, en fait, ce que je viens de vous dire, ce que j'ai appelé l'enseignement augmenté, il faudrait que je vous envoie, j'ai écrit un article pour décliner chacun des points, comment je vois la chose, dans justement le cadre d'un cours. Moi, c'est comme ça que je vais faire commencer un Google Street View accessible. Deux possibilités. Premièrement, ce que j'ai appelé la possibilité de première. Parce qu'on s'entend, comme je l'ai dit préalablement, tout le monde n'est pas spécialiste de la révolution, mais il faudrait que ce soit accessible au plus grand. Comment y arriver? Comme quand vous ouvrez un plan, le guide du routard dit bon, voici une belle promenade à faire, vous partez des Champs-Élysées, vous descendez tel truc. On vous guide dans la ville en vous pointant des monuments. C'est une espèce de guide du routard, parce qu'on donne aux profs un descriptif, bon, ben, à tel endroit, vous allez avoir telle possibilité, par exemple, une espèce d'arborescence, vous pouvez clac, 3 possibilités ici. Choisissant telle possibilité, je claque 3 autres possibilités. Une sorte de livre, comme vous êtes le héros. Oui, c'est ça, des livres dont vous êtes le héros. Et en fait, c'est exactement comme ça que tu pourrais construire. C'est une sorte de liberté dans une contrainte, mais tu as une sorte de 52 possibilités, mais pas plus, dans la promenade que tu pourrais faire. Par exemple, tu auras une promenade pauvreté parisienne. Donc, on parlerait dans les quartiers de Paris, qui permettrait de développer pendant une heure sur la chose, pour expliquer ce que c'est, ce que ça représente, qu'est-ce que c'est qu'un qu'est-ce que c'est que la charité, qui s'en occupe, parler des églises, des systèmes, etc. Il y en aura une autre sur le plaisir parisien. Je prends l'exemple de Paris parce que c'est plus facile. Donc, on irait dans une salle de théâtre, on regarderait le début d'une salle, puis on verrait qu'on ne fait pas le noir sur la salle. Ce qui fait que la salle est autant éclairée que la scène, ce qui fait que les gens parlent, crient, bougent, mangent. Et arrive non seulement à le dire, parce que là, moi je vous le dis, mais de le voir, puis c'est de réduire la parole, ma parole, pour laisser pendant 1 ou 2 minutes vivre la chose, et par exemple, 1 minute après, vous commencez à parler, puis vous développez une véracité. Une espèce de walkthrough, un peu comme ils le font sur YouTube, parce que si vous tapez Assassin's Creed sur YouTube, vous avez des walkthroughs où les joueurs se sont filmés. Justement, ils ont filmé leur écran et ils disent voici quoi faire pour gagner ta même manière de faire un walkthrough sur la manière de présenter un type d'enseignement.
La matière comme telle, c'est la raison pour laquelle j'ai publié. Et quelle place elle est à l'entrée des élèves dans le débat de la problématisation de la réflexion du parce que là, ça dogmatise. Au début, au cœur. Le but, c'est simplement d'être immersif avec eux, puis que ce soit le début. Là, je te dis, c'est 1 heure. Nous, c'est 3 heures. Donc, c'est 1 heure. Ça fait 3 heures à l'hiver. Moi, j'en prends les 3 heures des pauses. C'est de toute façon les prix. Tu peux faire 1 heure de promenade comme ça, puis après un début, une rétroalimentation, si tu préfères un feedback, avec les étudiants aussi. Là, qu'est-ce que comment on peut interpréter telle chose? Tu amènes des lectures critiques. On s'entend que le débat sur la pauvreté, sur la perte de la charité chrétienne, la désacralisation de la société du XVIIIe siècle, tu peux développer ce genre d'esprit-là, puis aller un peu plus loin. Mais on s'entend que sur un cours de 45 heures, tu ne peux pas faire 45 heures. Ce genre de la même manière que tu ne peux pas présenter 15 films sur le 15 séances en disant développer par 5 séances. Même, je prends votre exemple, pour le bicentenaire de la Révolution de 1989, vous avez fait 2 films sur la Révolution française de 2 heures chacun, les années lumière et les années télé. Si vous avez jamais vu ça, ça vaut la peine. Et tous les enfants qui étaient dans l'éducation nationale ont eu à se taper les 4 heures de film pour en déduire un sens. Donc ça, tu vois, c'est l'envers de ce qu'il faudrait faire. Tu présentes la chose, donc tu prépares, de la même manière que quand on montre une image, on essaie quand même de préparer. Donc, la fonction épistémologique, pour la prendre comme ça, des réflexions avec les étudiants, dans la première comme telle seulement. Parce que de toute façon, ce n'est pas le livre. De la même manière que quand tu lis un livre, tu ne t'arrêtes pas à chaque fois. On dire ça du point de vue mais bon, sachant ça, ce que j'aimerais savoir, ceux qui vont regarder, qui vont participer à ton cours, c'est des choses qui t'intéressent dans la recherche. C'est des questions qui viendraient à l'esprit par rapport à eux, ou bien par rapport à des élèves, par rapport à des joueurs qui jouent à ton esprit, qui sont influencés par toi indirectement, qu'il y a toi là-dedans, mais qui sont transformés, qui t'en même des idées en partie. Qu'est-ce que tu veux dire comme la recherche? C'est de la recherche didactique. Oui, parce que ça, c'est ton domaine. C'est pas le... Non, mais moi, je ne m'y connais pas en recherche didactique. Moi, je ne suis qu'un, vous appelez pluridisciplinaire. Moi, je fais de la recherche fondamentale. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai trouvé plus de matériel dans les marchés que chez les étudiants. Moi, j'ai une conscience de l'enseignement et de l'étude de l'enseignement que je fais, c'est que je suis absolument pas apte à analyser. Je dis ça en toute humilité parce que c'est tout simplement. Si je le fais, je vais mal le faire. D'où la raison pour laquelle on va filmer l'intervention pour faire une espèce de rétroalimentation pour voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on réagissait bien, où est-ce que ça a marché, pourquoi, s'il y a quelque chose qui a marché, pourquoi, puis encore une. Bon, bref, je ne peux pas te dire du point de vue didactique ce qui est pour la recherche parce que je ne fais pas de recherche. Mais c'est des questions que tu te poses, toi, en tant qu'enseignant. Moi, oui, la première question que je me pose, c'est quoi la représentation mentale, disons, du monde ancien? Un des premiers éléments qu'on essaie de faire, c'est, dans l'histoire, il ne faut pas juger, il faut essayer de comprendre. Je donne un exemple. À l'époque, au 16e et 18e siècle, on considérait que se tremper le corps dans l'eau était dangereux, parce que ça faisait ouvrir les pores et ça laissait entrer les mauvaises humeurs. Et pourquoi la peine? Donc, plus on se lavait, se laver, plus c'était dangereux pour la peau. Ça, les étudiants, c'est jamais des choses. Oh! Là, n'est pas la question. Vous avez un outillage mental, il faut le détruire. Et comment le détruire? C'est se déshabituer de nos instants qui ne sont pas des instants, c'est une construction sociale historique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur montrer un concentré de construction historique de construction sociale, qui n'est pas la leur. D'entrer dans un monde de la même manière que quand on écoute une pièce baroque au clavecin, on dit « Oh mon Dieu, c'est des hommes. Oh mon Dieu, ça fait précieux. » On projette un jugement de valeur qui est basé sur notre musique. Pourtant, si vous voulez, du Jean-Sébastien Bach en 1720, c'est l'équivalent de Metallica en 1990.
ça a la même portée, ça peut avoir la même violence émotionnelle. Et dans les deux cas, c'est de leur faire comprendre que ça peut avoir une violence émotionnelle que vous ne suspectez pas, que vous considérez comme du monde qui sont en train de faire une origine. Et de déconstruire ça pour en arriver à, non pas un jugement, mais une compréhension du monde, c'est ça qui est ou plutôt que de devrait précipiter dans la conscience de l'étudiant avec ce genre de monde. Parce que souvent, l'histoire est faite par des gens qui ne sont pas d'histoire. Et sans être méchant, sans être dogmatique, il y a des gens qui disent j'ai lu un livre d'histoire, je suis historien. Pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu aies certaine manière de penser la chose, il faut que tu aies un esprit critique, il faut que tu doutes de tout. Et ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé que c'est vrai. C'est souvent qu'en histoire, on ne travaille pas sur la création, on travaille sur les traces du passé. Et je donne souvent l'exemple, c'est comme ça en fait en 2750. Et vous étiez à l'université, on vous demande de faire un travail sur la politique des années 1980-1990, la politique canadienne, mais il reste que deux sources. Le reste brûlé, c'est les mémoires de Brian Mulroney et les mémoires de Pierre Trudeau. Parce que votre dissertation est finie faite. C'est-à-dire que vous avez juste ces deux sources-là. Vous n'avez pas accès aux journaux, vous n'avez pas accès aux mémoires, vous n'avez pas accès aux chefs d'émission, rien. Vous allez dire, ben non, mais là, ça va être faussé. Non, ça ne va pas être faussé. C'est tout ce rapport. C'est ce que j'essayais de faire comprendre aussi avec ça. Je leur dis, ce que vous avez, c'est une représentation de la chose. Ce n'est pas une représentation critique que nous, on va faire. Et ça, tu vois, c'est ce genre de réflexion d'animage que je fais pour chez les étudiants. Mais ça, je n'ai aucun moyen de l'évaluer, sauf par un moyen, à un moment donné. C'est complètement scientifique. Je te dis, tu sens que dans ta classe, il y a un chien. Il y a eu dans les livres une espèce de tirage qui vient de se produire, général. Ça m'arrive une fois par cause, parce que on réussi à faire comprendre quelque chose à des étudiants. C'est ça que j'aimerais voir. Je veux voir si ça, on est capable. Je connais la puissance que le verbe peut avoir, mais est-ce qu'on pourrait induire cette puissance-là par d'autres? C'est une fois qu'on a développer des interrogations. En fait, c'est ce qu'on appelle ça le brillantisme, je ne sais pas comment ça s'appelle brillantisme, mais Oui. l'anachronisme. Beaucoup d'étudiants se pensent, mais se projettent dans le passé de manière qui non contrôlée. De faire une empathie qui réfléchit, qui ne porte un jugement, mais qui amène à comprendre la représentation qu'on a proposée. C'est ça. Connais-tu des gens qui jouent à celui de la partie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je reconnais. Est-ce que dans mon entourage, Antoine, Les 15 millions de personnes qui ont joué. Non. Non. En fait, je connais un ami qui a joué et son premier commentaire m'a halluciné. Et il me dit la Sainte-Chapelle, c'est vraiment hallucinant. Le gars n'est jamais à la table. Le gars est dans sa part. Il n'a pas fini son secondaire. Il a joué à ça, il paraît dans Sainte-Chapelle. Il paraît aussi. Entrer dans la tête de la foi, et pas décider du tout à faire ça. De la Sainte-Chapelle. Ça se trouve, il va connaître une tonne de personnes. Donc, si on parlait d'histoire, ça, c'est un moteur d'histoire extrêmement puissant. Mais là où le danger est fondamental, c'est que ça crée une horizon d'attente qui a un fil interprétatif. Mais, quand tu regardes les autres, tous les grands moments entiers ont été retirés. Le massacre de septembre, l'assassinat, les différents assassinats que tu peux avoir, tout ça a été retiré. Et voit pas, c'est suggéré plus que lui. Par contre, des problèmes qu'on peut voir avec une vidéo, avec un roman, avec un discours sur l'histoire, et combien de discours d'un historien qui fait reculer comme pédard. Oui. Donc, je fais republier quand j'étais raciste. Oui, je sais. Mais je suis pas du même côté que lui. Non, mais bon, on va pas faire la date tant que ça, mais. Non, mais je peux, moi, parce que je peux te parler sur mon versant privé, c'est ça. Parce que c'est tout à fait conscient ce que je fais. On va en parler avec mais c'est ça. On dit ça. Vous voyez, les gens ont accès à l'histoire, c'est un peu l'important, mais au bout de sa langue, en tout cas, l'éducation est possible. Et pas en recherche. Tu n'es pas en recherche, tu consommes. Donc, ça peut être te délasser ou te cultiver, mais tu consommes. Tu ne produis pas. Bon, tu réfléchis quand même quand tu consommes, mais ce que ça crée quand même souvent, c'est une forme de dogmatisation du savoir, parce que
il est issu d'une source extérieure, les gars, tu peux pas, c'est une révélation. Tu es donné par quelqu'un, tu acceptes qu'il le peut, tu peux avancer un peu dans ta tête, mais tu n'as pas accès au processus qui a amené. Non, j'aurais pu. Mais tu peux être en tension avec eux. Ouais. Tu peux être en tension. C'est la raison pour laquelle on a fait le livre. Parce qu'on nous prêtait des intentions, Jean-Clément et moi, d'avoir infiltré des idées, puis à un moment donné, c'est Mélenchon qui a dit, c'est les historiens qui ont collaboré. Ça va être collaboré en plus. Oh, oui, c'est noté. Il va falloir qu'ils disent combien ils ont reçu et à quelle famille ils se rattachent. Et ils reprenaient l'ancien débat vendéen, trop monarchiste, parce que bon, c'est ultra connecté français dans le ce qu'il nous amenait, mais regarde, le problème, ce qui n'est pas un problème, mais c'est que ça existait. De la même manière, quand il y a eu le débat sur les Harry Potter, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand Harry Potter sortait, c'était des fils devant les librairies. Et là, tu avais tout de suite les bien-pensants qui disaient c'est de la merde, les enfants lisent de la merde. Et moi, j'avais juste un commentaire, les enfants lisent. Donc, ça suffit. Juste ça, c'est déjà un peu. Je préfère qu'ils lisent Harry Potter qu'ils viennent sur Internet, quoi que ce soit. Puis vous allez me dire, ouais, bon, il y en a combien qui en sortent? Qu'est-ce qu'on en dit? Regardez, j'ai 15 millions de personnes qui jouent à ça. C'est ce que je dis à la fin du livre. Ça, c'est ma partie à moi. Je dis, sur les 15 millions de personnes, il y en a combien qui vont aller sur Facebook? On va savoir sur quel personnage ou quel autre personnage. Et ils vont profiter. Le problème, c'est que tu peux dire, on ne sait pas ce qui s'est dit. Mais il va y avoir une frange de personnes qui vont dire, qui c'est qui a travaillé là-dessus? Ils vont aller sur Wikipédia, ils vont voir nos noms, on va prendre un livre, ils vont faire vouloir. Et de voir que, on peut être d'accord avec cette personne. C'est comme on est en tension, parce que dans le livre, on dit que quelqu'un n'est pas d'accord, c'est toute la représentation, mais l'histoire n'appartient pas aux historiens. Ça ne m'appartient pas, cette matière-là. Il y a un gus qui peut décider d'en faire un roman historique, puis de traverser complètement la réalité, de rendre bien mis en place. Pour quelqu'un peut prétendre d'avoir fait une historique, ça ne se fait pas de publier tout le temps. Tout à fait. Côté de la terre, etc. Ah oui, et puis même, je te dirais, depuis le débat de l'histoire publique, là, dans le fond, des gens comme Stéphane Bell, qui publient L'écrivain-là. Laurent Deutsch, qui est payé comme sorti de livre d'exemplaires, qui s'appelle un monarchiste. Mais à ce moment-là, c'est que quand tu rentres dans ce livre-là, je ne suis pas contre, absolument pas. Moi, je suis pour une multiplicité de pensées, d'approches. En revanche, quand tu fais de l'histoire, tu n'as pas de code déontologique techniquement, mais tu as ce qu'on appelle une critique en termes externes. Tu ne peux pas tout dire. Parce que qu'est-ce que les sources te révèlent? Dans ma tête, et c'est la raison pour laquelle des fois j'ai plus de difficulté avec une collègue littéraire, dans ma tête, c'est comme un cumulatif. C'est-à-dire, quand on fait un travail sur les archives de police, par exemple, on en sort des analyses. Donc, ces analyses-là sont béton. C'est fait, clac, on est la brique. Quelqu'un d'autre arrive, va travailler, lui, sur le ministère de la Justice du 18e siècle, il va regarder les archives, va en déduire toute l'histoire économique, etc. C'est là. Vous avez certaines personnes. Ça évolue. Ah oui, oui. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Ça, c'est interprétatif encore. C'est que tu as des gens. Il y a des débats d'historiens. Oui, oui, tu as des débats d'historiens. Mais moi, dans ma tête, au-delà des débats d'historiens, ce que je préfère, c'est le factuel. C'est pour ça que vous allez voir la partie que j'ai faite dans le livre. C'est que moi, je veux les débats philosophiques autour de est-ce que la révolution est révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, est-ce que Robespierre a été bon ou méchant. Moi, je ne fais pas d'histoire politique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de livrer ce qu'on connaissait sur la Révolution. Comment c'était là, physiquement, à quoi ça ressemblait et comment cette manière physique induisait des pratiques sociales. Ça, c'est mon domaine. Et pour moi, c'est plus facile. Pour remettre en question ce que tu as fait. Alors, la manière dont on peut remettre en question ce livre, on va pouvoir le faire éventuellement, dans la mesure où je fais un travail solide, vraiment bien sur les sources précises, je ne pense pas qu'on puisse le remettre en question. Et même si on le remet en question, la matière brute, et ce sur quoi j'ai travaillé, n'est pas de l'archive, quand tu la cites, elle a un document du passé pour le final. Après, tu l'interprètes. On peut poser d'autres questions. Complètement. Mais la raison pour laquelle je dis elle est cumulative. Il y a certaines personnes, bon, pour faire une image, comme si on construisait, on va dire un mur, on va dire un château, parce que le mur n'est pas construisant un château, il y a des gens, eux, ce qu'ils vont faire, c'est
que d'apporter une brique au château, on l'a regardé de loin, sans nécessairement regarder comment c'est fait, vont essayer d'en tirer une interprétation. Ça peut être de la mesurée, comme tu veux, quoi que ce soit. Ça, c'est le débat interprétatif. Est-ce que je suis d'accord avec certains oui, certains oui, c'est peut-être une certaine vision de l'histoire, une certaine vision de l'histoire du Québec, ça va être la sienne, qui est souvent connotée politiquement. Moi, je suis associé à un bord politique, mais je ne dis jamais que mon travail d'historien ne doit jamais être marqué par tendance politique. Ça, c'est un truc auquel je crois absolument fondamentalement. De toute façon, ce n'est pas le lieu. L'histoire n'est pas un lieu politique. Des données qui sont importantes des documents, c'est plus simple, en fait. Je te dirais ça parce que moi, c'est plus simple, je travaille sur le 19e siècle. Que moi, travailler sur le 21e siècle. En fait, je dis ça parce que là, je viens de finir mon prochain livre, qui est une histoire des loisirs et des sports de l'Antiquité à Médine. Je commence avec les Jeux olympiques de la Grèce antique, puis je finis avec Netflix. Donc, quand je suis allé les sports, et loisirs, oui. Voilà. Et quand je suis arrivé sur le 20e siècle, là, j'ai eu à me placer parce que je racontais comment, au 19e siècle, on assiste à la montée d'entrepreneurs privés qui prennent en charge les industries du loisir et comment, au 21e siècle, on arrive à une désincarnation de la forme d'entrepreneuriat avec des sociétés anonymes comme Walt Disney, qui, eux, maîtrisent un ensemble de capital, puis comment les politiques néolibérales vont permettre, etc. Là, je me positionne malgré moi politiquement, puis on voit par le titre. Et puis ça se voit. Et je fais ce qu'on appelle, puis ça c'est André Segal, que vous ne connaissez pas, un grand historien, qui avait dit qu'il faut faire exactement, dont je cherche encore les textes qu'on me fait lire, qu'on me faisait lire quand j'étais à Laval. Merci. Qui nous parlait de l'objectivation de sa subjectivité. Terme qui, moi encore, m'obsède dans mon monde d'histoire. Pour ne pas que mon être se déverse. Si je peux le faire, je vais faire de la littérature. Je vais écrire un livre sur moi. Mais dans ma conscience d'historien, je n'ai pas à me livrer comme homme politique, comme homme pensant à la société. Certains le font, en bien avant. On peut quand même dire l'esprit d'où on se place on pose des questions qu'on pose. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais je reviens à la question de tantôt que je te posais par rapport au fait que les objets dont on parle, en fait, les créations historiennes de tout ordre qu'on peut avoir, qui sont une histoire publique, quand elles sont reçues par quelqu'un, elles sont reçues donc de l'extérieur, les enfants, ils voient, vous pouvez les voir lui comme une divinité en soi, oui. Il n'y a pas accès à une remise en question nécessairement. Et c'est pareil, je pense, avec ça, des gens qui jouent aux jeux, on est d'accord, ça peut intéresser des gens à l'histoire de langage, il y a plus de ce point de vue-là, ça peut les amener aussi à aller sur Wikipédia, à lire des ouvrages historiques propriétaires d'autres auteurs. Mais en même temps, ça peut aussi simplement les amener à consommer l'histoire. Oui, c'est un peu culturel. Et à le comprendre, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Oui, en fait, c'est tout le problème, c'est qu'on contrôle toujours, on pense contrôler les savoirs qu'on donne, mais l'effet de lecture, lui, on ne contrôle pas dans les études. C'est toute la problématique qui est au cœur du livre de Roger Chartier, c'est certain, dernièrement, sur comment contrôler l'effet de lecture que l'auteur peut envoyer. J'avoue, je viens d'un domaine. On peut essayer de tout cadrer, mais dans toutes les interventions publiques que je fais, il y aura des messages pour discuter parce que, disons, interpréter d'une certaine manière. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'en même temps, ça fonctionne par échelon. C'est comme ça que l'université voit les choses. C'est que tu as l'impression que tu as l'échelon en bas de la grande organisation salle crasse. C'est comme ça que les profs le voient. Et tout en haut, tu as des articles universitaires, scientifiques, qui ne sont vus que pour 3 personnes. Ça, j'en fais, moi, des articles scientifiques pour 3 personnes. Mais à un moment donné, et ça a été un catalyseur pour moi, ça scientifique. Je me suis dit, ce que je fais, mais l'historien de la cause sociale, et c'est ça, il y a la directrice de taxe, par exemple, dans le stage, pas de l'université, au final, quand on regarde en France, les
joué ça dans une culture il y a quelques années. La directrice de taxe, par exemple, dans notre page, était régulièrement invitée sur le télé, était régulièrement invitée à la radio pour être la directrice de taxe. Et la figure sociale de l'historien français a toujours été présente. Et moi, c'est comme ça. Et là, parce que je te disais, j'allais parler de le versant public de l'histoire, c'est qu'avec cette histoire-là, ça faisait plusieurs années que je disais, comment ça se fait qu'à la radio, on entend toujours les mêmes personnes? Comment ça se fait qu'à la télé, ce sont toujours les mêmes personnes qui ne sont pas historiens, ou qui sont proches au cégep, ou qui sont érudits? Moi, je suis capable de me faire. On m'a dit, fais-le. Ça m'a fait avec ça. Carrément. Et quand il y a eu l'affaire d'Assassin's Creed, ça m'a un peu poussé sur l'espace public. Puis je me suis dit, ben, chiche, je vais profiter de du temps qu'on me donne pour voir si je ne peux pas investir le médium pour moi aussi devenir, créer ce poste d'historien public, mais avec un background universitaire, comme ça se fait en France, que ça ne soit pas juste des gens qui soient entre les marges, qui soient profs au cégep. Je ne suis pas en train de déprécier les profs de cégep du tout. C'est juste que souvent, les profs de cégep se disent tout simplement, moi je peux le faire, tandis que les universitaires se disent, ah non, moi je fais partie de l'élite, je n'ai pas à m'abaisser à cette basse, crasse vulgarisation. Et pousser en vulgarisation souvent les gens anciens que absolument pas dans ma tête. À l'université, je ne sais pas si c'est comme ça l'idée, mais d'ailleurs, on a une partie, on divise notre temps en 4 grandes sections. Recherche, direction, je me souviens plus c'est quoi l'autre, mais il y en a un autre, c'est rayonnement et service à la collectivité. Dans service à la collectivité, les collègues mettent souvent directeur de revue, analyse d'articles scientifiques. Moi, je me dis, non, ça, le service à la collectivité, c'est remettre au plus grand nombre ce qu'on fait dans l'université. Tout le monde est fonctionnaire. Et comme fonctionnaire, on fait partie dans notre tête, on a un rôle social. Et comment, autre que entrer dans l'espace public, peut-on faire? Ben, c'est la question que je me pose. Je me suis dit, je vais essayer de le faire, je vais voir comment ça marche. Là, en ce moment, ça fait 1 an que je tourne avec ça, puis comment dire, tout ce que je vous dis là, c'est du brouillon parce que c'est senti, mais c'est pas intellectualisé. Je suis conscient de la tribune qu'on a, surtout que j'ai une tribune assez libre à TVA, qui, quand les gens me disent, je suis en TVA comme ça, je dis, il y a une tribune, personne ne m'attend. Qui écoute ça? Je suis content d'aller parler de ce que je voulais. Pourquoi pas? Ça ne me demande pas des tonnes de travail. Ça fait partie de mon rôle d'historien. Puis plus encore, ce que je me dis, ça, je suis tout à fait sincère quand je dis ça, j'ai réalisé qu'il y avait un marché extrêmement important. Là, je parle d'argent carrément. Je suis vénère. Pas pour moi, pas nécessairement pour moi, mais pour tout plein de gens du point de vue de l'édition, du point de vue de la recherche, du point de vue de la vulgarisation. Et ce marché-là n'est pas exploité. Absolument pas. Et on se dit souvent, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos étudiants? On va faire le plus de peut-être que ça serait le temps d'ouvrir un nouveau domaine, qui ne soit pas nécessairement dans l'université, mais qui permette des émissions de radio, des émissions d'histoire, des documentaires sur l'histoire. J'ai participé, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Le Rêve de Champlain. C'était ça, une demi-heure, c'était un peu terrible. On y avait encore de l'argent. Parce que Radio-Can, je ne sais pas si on va avoir dans les prochaines années. Mais, tu as quand même été un barrage médiatique hallucinant, mais si on suit la marché, il y a un marché. Et tout est là. Et tout est prêt. Il suffit d'intéresser les producteurs, d'intéresser. Le problème, c'est que si les universitaires qui sont des gens qui mettent des vieux vestons avec du truc un petit peu partout, quand ils sont assis, ils sont incapables de parler en autre chose que 3 heures, ça revient à mon idée que je disais préalablement d'intégrer les médias. Il faut s'adapter aussi à la réalité. Pas en passant par ces docteurs. Est-ce que des qui consomment le film? Bien, effectivement, je pense à faire un an. Il n'y en a pas encore, mais je vais lancer une pointe. Il y a une chaîne qui s'appelle Historia qui fait tout sur l'histoire. Tout sur l'histoire. Et je ne comprends pas comment ça se fait que cette chaîne-là s'appelle Historia.
Pourtant, quand ils ont été lancés il y a quelques années, il y avait des émissions d'histoire. Tout est vécu. Et quand on les a approchés, on a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans les 5 ans dernière. Donc, ça nous a changé, ça s'est passé il y a 400 ans. Et ça a super bien marché. Rien à voir avec le potentiel de Québec. C'est tout exemple à la première partie. Et je crains beaucoup pour le 371e, c'est génial. Parce que ça va être un discours de avec 300 historique. Et pourtant, je pense qu'on est capable d'allier culture de masse et culture historique sans aucun problème. On parlait de Fégate. Ouais, vous avez un programme de tout. Ça, je savais pas. Moi, je suis arrivé juste à côté. Mais je pense que c'est crucial, c'est vraiment crucial parce que regarde, qu'est-ce qu'on va dire aux étudiants? C'est vrai, là, tu as vu pour l'université, ah ben il y en a pas. Il y en a pas. Le gros truc des universités en ce moment, c'est d'arriver les programmes avec le secteur. Absolument pas. En revanche, on n'a pas besoin d'arriver, mais on peut développer d'autres portes d'ouverture. Et ça, je pense qu'il y a une porte à moitié ouverte. Mais vraiment, on dit aux étudiants, vous allez travailler dans le secteur culturel. Et je pense que les jeux commencent à s'habituer. Il y a des gens qui ont une volonté. Là, depuis cette année, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une émission à Radio-Canada, aujourd'hui, l'histoire, à laquelle je collabore beaucoup, un petit peu sans soumettre qu'à Montréal. Et la mission fonctionne super bien, c'est une quotidienne événement. C'est à la radio, à la convention. Exactement. Non, c'est avec Jacques Deschamps. Jacques Deschamps. Donc, tu sais, c'est pas un peu ça. D'autres histoires. C'était sur la vie de Chagall. Oui, exactement. Et tu vois, ce genre-là, de l'autre côté, la radio, c'est bien, c'est super bien. Et pourquoi on ne peut pas télé? Pourquoi on ne peut pas une série documentaire comme Secret d'Histoire en France? Secret d'Histoire en France, c'est une émission à la regarder. C'est hallucinant. Les gens disent, oh, mais nous, on n'a pas d'histoire comme ça. Ça veut dire que chacun, on fait 6 fois par minute. Puis ils n'ont pas dit le faire pour s'en foutre de la moitié. C'est pas vrai qu'on a une affaire. C'est pas vrai qu'on veut le restriction des sujets québécois. Le québécocentrisme de l'histoire, selon moi, mine la manière de concevoir l'histoire. Sinon, en fait, c'est peut-être parce que je n'ai pas d'histoire québécoise que je fais ce constat-là. Mais tu peux regarder l'histoire américaine extrêmement bien. Ça marche bien. Là, on a tout autre chose. Dans un marché, pendant. Je sais pas si c'est. Normalement, c'est pas mal. Ah. Ok, il est dur. Ben, pour finir, quand tu as commencé à faire l'histoire, comment tu as vécu le changement que tu as vu sentir, là, passer justement de celui qui consomme des récits savants, professionnels, mais aussi savants, à celui qui en produit. Comment tu t'es passé? Comment tu as fait au bac, en tout cas, tu n'avais jamais touché à des choses premières? Pourquoi, là, on n'avait pas accès à l'histoire? On était là au premier, mais on ne savait pas avec les choses. On maintenant. On a maîtrise, il faut le faire. Toi, tu as vécu ça de ce passage-là, de travers à cette place. Moi, ça m'a traumatisé dans un premier temps parce que on crée un modèle d'historien qui est parfait, qui est connaissant, qui est épistémologue, et on savait. C'est tout ça. C'est un apprentissage perpétuel. Mais le contact aux archives est dans un premier temps. Parce que tu arrives, moi je me souviens, le moment qu'on a pour moi comme historien, c'est que je faisais ma maîtrise. En fait, je n'étais pas à l'Université Laval, mais j'ai fait un an. Et je tombe sur le procès verbaux, c'est un policier qui raconte. C'est une femme qui rentre dans son bureau, donc c'est une policière, et elle raconte en 4 pages le viol qu'elle a subi. Et ça montre des chiens en place.
c'est le contact, on dit le glissement des chairs dans le papier qui craque sous les doigts. Puis le soir, quand je me suis levé, parce que contrairement ici, quand on va aux archives, il y a des gars, pas du tout, là, je ce qui m'avait traumatisé aussi, notamment avec le je ne sais pas si vous avez vu, quand justement le gars prend son doigt, il y avait les pages, puis il y en a parce qu'il y avait mis de poison comme tel. Moi, je me rendais. Donc, ça a comme arrêté les lettres. Et je me levais le soir, j'avais des bouts d'archives partout sur les jeans. Et c'est comme si la matière me suivait partout. Pour moi, ça a été pas un drame, mais un contact extrêmement corporel à l'histoire. Mais le vrai récit comme tel, ça a été la production d'une thèse. Là, la thèse. Moi, j'ai fait une thèse française, j'ai pas fait beaucoup de sport. Donc, ça a été une soutenance de 6 heures, bombardée de questions. Et là, tu as vraiment la tête de passage, parce que là, les clés sont ici. Mais la production de savoir comme tel, parce que je ne réponds pas à la question, je vais répondre. La production de savoir comme tel, j'ai compris qu'il y avait deux types de producteurs de savoir. Premièrement, ceux qui font du bruit, ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui vont aller dans les archives et qui vont révéler. Ça, c'est des travailleurs de terrain dont on a toujours besoin. Et tu as les autres qui vont travailler sur ce qu'eux font pour le remettre dans une tâche plus grande. Je me suis rendu compte de ça dernièrement parce que là, comme je viens de finir la grande synthèse, j'ai parcouru de la Grèce antique, Rome antique, médiévale, moderne, 19e, 20e et 21e. Là, j'ai été forcé non plus de faire des archives parce que c'est très passionnant de faire des archives, de plus près des choses. Et en plus, tu te dis, bon, moi, je fais mieux que ça. Et quand on dit le split 17 qu'il faut que tu fasses, c'est comme Léonard de Vinci, quand il a fait les fameux anges, vous connaissez Léonard de Vinci qui travaillait à l'atelier de, comment il s'appelait? C'est pas Botticelli, mais c'en est un autre. Bref, peu importe. Il travaillait dans un atelier d'un peintre extrêmement connu et il avait fait dans un coin intérieur 2 anges. Et quand on regarde la composition totale, on fait des travaux très très beaux comme ça. Et c'était de Vinci qui fait ça. Et on faire les 2 petits anges qui sont là, puis faire la scène qui était là, c'est 2 choses complètement différentes. Et quand on fait la thèse, on fait ça, puis après, c'est un minimum de faire. Puis avec son exactement qui reste là-dedans. Je ne réponds pas à ta question parce que dans ma tête, je ne suis pas assez vieux encore pour répondre à ce genre de questions. C'est bon. Je fais des clariboles. C'est bon, merci.